Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne de l'histoire Starine. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Lucie, la lumière sous la cendre. Il était une fois, à la lisière d'une ville prospère du Moyen-Orient, un marchand au cœur généreux. Il avait une fille unique, Lucie, dont le nom voulait dire lumière. Et lumière, elle était vraiment. Dans son âme pure et son esprit doux comme la brise du matin. Mais le destin, parfois cruel, voulut que sa mère disparût alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Après un temps de deuil, son père épousa une veuve nommée Lune, qui avait deux filles, Élodie et Flora. Lune semblait douce en apparence, mais son cœur était sombre, jaloux de la bonté et de la beauté naturelle de Lucie. À la mort soudaine de son père, Lune révéla sa vraie nature. Elle s'empara de toute la fortune et transforma la vie de Lucie en un cauchemar sans fin. On lui arracha ses habits délicats, on la vêtit de haillons rugueux et on la força à dormir sur un tas de paille, au froid, près du feu du grand château, désormais devenu son domaine. Chaque matin, Lucie se levait, le visage et les cheveux couverts de sombre. Elle accomplissait les tâches les plus pénibles. Allumer le feu, puiser l'eau du puits, laver le linge, préparer les repas, nettoyer le palais. Lune et ses filles ne cessaient de l'humilier, criant à tort et à travers, critiquant tout ce qu'elle faisait. Pourtant, malgré cette injustice, Lucie gardait son cœur pur. Elle trouvait réconfort dans les choses simples. Elle parlait à la chatte du château, partageait ses miettes avec les oiseaux, sauvait les petites araignées prises dans les vallées. Ces créatures devinrent sa famille, répondant à sa bonté et apaisant sa solitude. Et dans ces nuits froides, le souvenir de sa mère, doux et lumineux, restait son trésor secret. Un jour, une grande nouvelle traversa la ville. Le jeune prince Félix, connu pour sa sagesse et sa piété, annonça qu'il organiserait un grand festin de 3 nuits, non pour célébrer, mais pour trouver une épouse dont la beauté intérieure surpasserait la richesse et les apparences. Lune et ses filles virent là une occasion de s'élever au rang des rois. Elles dépensèrent sans compter pour parer Élodie et Flora des plus beaux tissus, parfums et bijoux. Et Lucie, elle travaillait sans relâche, cousant les robes, coiffant les cheveux, polissant les chaussures de ses demi-sœurs, tandis que son cœur rêvait timidement de contempler la splendeur du palais. La première nuit du festin, Lucie osa demander d'une voix faible « Puis-je venir avec vous ?» Lune et Élodie éclatèrent de rire, et Flora ajouta « Ici, parmi les marmites et la suite, tu ne peux en aucun cas nous rejoindre. » Elles la repoussèrent, la laissant seule, contemplant le coin des lumières du palais et entendant la musique douce portée par le vent. La deuxième nuit fut identique, et la troisième encore plus cruelle. À bout de force et de patience, Lucie s'échappa vers le jardin derrière la maison et s'assit sous un vieux figuier planté par sa mère. Là, ses larmes coulèrent enfin. Elle ne pleurait pas pour le festin ou pour le prince, mais pour sa vie injuste, pour sa mère perdue et pour ce sentiment d'oubli que la nuit semblait sceller. Elle prit de l'eau dans la fontaine du jardin et, agenouillée sur le sol, murmura une prière sincère. « Seigneur, je ne te demande ni palais, ni soie, seulement un rayon de lumière dans cette obscurité, un signe que je ne suis pas abandonnée. » Alors, une lumière douce apparut. Elle n'était ni éblouissante ni effrayante, mais délicate comme la lueur de la lune. Une femme majestueuse, vêtue d'une robe blanche translucide,
se tenait devant Lucie. Son visage rayonnait de paix et de bonté. « N'aie pas peur, Lucie, dit-elle d'une voix qui murmurait comme le vent. Je suis Saphira, amie de ta mère. Je veillerai sur toi. Ton cœur pur mérite de voir la lumière. » Devant elle, un bassin d'eau se transforma en un bain de marbre scintillant, empli de vapeurs parfumées de rose. « Lave-toi, Lucie, et laisse tomber la poussière et la tristesse. » Quand Lucie sortit, Saphira lui présentait une robe tissée de fils bleus de l'aube, sertie de cristaux brillants comme des étoiles volées au ciel. Ses cheveux tombèrent longs et soyeux, son visage rayonna, et une paire de souliers de cuir blanc, brodés d'argent ornés d'une perle turquoise, compléta l'ensemble. Elle était prête. « Mais écoute bien, murmura Saphira, cette magie disparaîtra à l'aube. Tu dois revenir ici avant le lever du soleil. » Lucie monta sur un cheval blanc, rapide comme le vent, et s'élança vers le palais. À son arrivée, le silence s'installa. Jamais le prince Félix n'avait vu une beauté mêlée de grâce et de pureté comme celle-ci. Il s'approcha, fasciné par la lumière qui émanait d'elle. Ils parlèrent toute la nuit, non de richesse ou de langage, mais de vie, d'idées et de cœur. À la fin de la soirée, le prince posa une dernière question à tous. Quelle est la plus grande richesse qu'un être puisse posséder? Certains répondirent l'or, d'autres les terres ou les armées. Puis il se tourna vers Lucie. Elle répondit calmement et avec certitude. La plus grande richesse est un cœur satisfait, en paix avec le destin. Un profond silence emplit la salle. Le prince sentit qu'il avait trouvé le trésor qu'il cherchait. Lorsque Lucie s'éclipsa pour retourner au jardin, elle perdit un soulier sous les marches. Le lendemain, le prince fit parcourir la ville entière à la recherche de celle à qui appartenait ce soulier. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il arriva enfin chez l'une. Les demi-sœurs échouèrent, mais lorsque Lucie essaya, le soulier glissa parfaitement. Reconnaissant immédiatement la lumière dans ses yeux, le prince la fit sienne. Lucie quitta la maison de cendre pour le palais de lumière. Elle ne fut pas seulement une princesse, mais un symbole de bonté, de patience et de foi. Elle rappela à tous que la véritable lumière vient de l'intérieur, même si elle est recouverte de cendres. Et son histoire se transmit de génération en génération, celle de l'orpheline qui n'a jamais perdu sa foi et à qui le destin offrit la lumière après une nuit de désespoir. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Sari. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne d'histoire Sari. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Le trésor du désert, amitié, trahison et richesse perdue. Il était une fois, dans un temps ancien, 3 amis marchands, Louis, Émile et Julien. Ils vivaient comme des frères, liés par une amitié indéfectible, partageant leurs joies et leurs peines, les victoires et les épreuves. Bien que leur vie fût simple et modeste, ils étaient heureux de ce que leur commerce leur offrait. Mais récemment, leurs gains avaient diminué, et chacun d'eux commençait à craindre de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Un matin, alors que l'horizon se teintait de rose et d'or, ils se retrouvèrent sous l'ombre d'un vieil acacia pour réfléchir à leur avenir. Le vent chaud du désert soufflait doucement,
portant avec lui les senteurs de sable brûlant et d'herbes sèches. Après de longues discussions et de nombreux soupirs, ils prirent une décision audacieuse. Partir ensemble vers la ville et unir leurs forces pour créer un commerce commun, capable de leur apporter richesse et prospérité. Dès l'aube, ils s'équipèrent de leurs maigres provisions, un peu de nourriture, de l'eau, quelques vêtements légers. Leurs chameaux, frêles et fatigués, peinaient à porter même ce modeste fardeau. Le désert, immense et impitoyable, semblait s'étendre à l'infini sous un soleil brûlant. Le sable scintillait comme 1000 étoiles incandescentes, et le vent chaud rendait chaque pas plus pénible que le précédent. Pourtant, ils tentaient de garder le moral, chantant de vieux airs et riant pour se soutenir. Parfois, cependant, le silence retombait sur eux comme une couverture pesante et l'épuisement se faisait sentir. À mesure que le jour avançait, la soif se fit plus oppressante et la fatigue les accablait. Ils s'arrêtèrent pour boire et contempler l'horizon. Les dunes semblaient interminables, ondulant à l'infini, et la ville qu'ils espéraient atteindre paraissait plus lointaine que jamais. « Il faut tenir bon, dit Émile, le plus réfléchi. Encore un peu de patience et nous serons enfin en ville. » Julien, le plus jeune et le plus rêveur, secoua la tête. « Peut-être, mais le mirage me trompe. Mes yeux ne savent plus distinguer la réalité. » Ils échangèrent un sourire fatigué, puis reprirent leur marche. Les heures passaient, le soleil montait haut dans le ciel, et le désert paraissait vouloir les tester à chaque pas. Le sable brûlait leurs pieds, le vent sec et chaud piquait leur peau, et leurs chameaux, épuisés, traînaient les sabots. Quand la fatigue devint insupportable, ils dressèrent un campement entre les dunes pour la nuit. Autour d'un feu fragile, ils partagèrent leur maigre repas et racontèrent des histoires pour se réchauffer le cœur. Les flammes dansaient sur leurs visages fatigués et le vent nocturne portait le murmure du désert. La nuit passa, douce et silencieuse, bercée par le souffle des étoiles et le chuchotement des dunes. Au lever du jour, prudents, ils reprirent leur route. Leurs chameaux déjà épuisés peinaient sous le poids des sacs de provisions. Soudain, Julien aperçut quelque chose d'étrange sur une dune au loin. Un chameau effondré, immobile. « Arrêtez, arrêtez !» cria-t-il. « Voyez-vous cela? Ou n'est-ce qu'un mirage ?» Louis et Émile s'approchèrent avec prudence. Non, il y avait bien quelque chose. Près de l'animal, 3 énormes sacs en cuir étaient abandonnés. Louis, curieux et tremblant d'excitation, ouvrit le premier sac et s'émerveilla. Il était rempli d'or, des pièces brillantes qui étincelaient au soleil. Émile et Julien ouvrirent les 2 autres sacs, et leur joie fut totale. Ils venaient de découvrir un trésor inimaginable. Mais très vite, une question se posa. À qui appartenaient ces sacs? Était-ce l'œuvre d'un marchand égaré? Ou celle d'un voyageur malchanceux? Ils fouillèrent autour du chameau, mais la désertée restait muette. Aucun indice, aucune trace humaine. Le mystère demeurait silencieux et inquiétant. Décidant de partager le trésor équitablement, ils furent bientôt confrontés à un problème. Les sacs étaient si lourds que même leurs chameaux ne pouvaient les porter. Après un rapide conseil, ils convinrent que le plus jeune, Julien, partirait seul vers la ville pour chercher un chameau plus robuste. Léger et agile, il serait capable de revenir vite. Le cœur empli d'espoir, Julien traversa les dunes brûlantes. Le sable, incandescent, brûlait ses pieds et le soleil semblait vouloir le punir de son audace.
La fatigue et la chaleur étaient intenses, mais la pensée du trésor et de ses amis lui donnait des forces. La nuit tomba lorsqu'il arriva aux abords de la ville. Les rues étaient silencieuses, les marchés fermés, et la ville semblait endormie sous le ciel étoilé. Désemparé, Julien aperçut un vieil homme marchant lentement. Avec respect et humilité, il lui expliqua sa quête. Un chameau fort pour transporter de lourds sacs. L'homme, touché par la sincérité du jeune voyageur, l'invita à passer la nuit chez lui. Dans la petite maison de terre, l'odeur du bois et la douceur du silence apaisèrent Julien. Le vieil homme promit de l'accompagner au marché au lever du jour. Au marché, Julien trouva enfin le chameau parfait, noir, massif et puissant. Après quelques négociations, il parvint à l'acquérir en échange de 20 pièces d'or. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il prenait le chemin du retour, impatient de rejoindre ses amis. Mais la fatigue et la convoitise s'installèrent dans son esprit. Pourquoi devrais-je partager cet or? C'est moi qui ai trouvé le chameau, moi qui ai traversé le désert, murmura son cœur. La peur de la pauvreté et le désir de richesse s'entrelaçaient, et le doute rongeait son esprit. Aveuglé par l'avidité, Julien décida de préparer de la nourriture empoisonnée pour ses amis, pensant garder tout le trésor pour lui. Pendant ce temps, Louis et Émile, eux aussi, séduits par la richesse soudaine, tramaient de tuer Julien dès son retour pour s'approprier les âmes. La trahison, silencieuse et invisible, s'installait entre eux, prête à éclater. Lorsque Julien apparut, souriant et portant le chameau ainsi que les provisions, il ne se doutait pas du danger. Mais Louis, emporté par sa cupidité, l'attaqua aussitôt. Julien s'effondra, surpris et blessé, tandis que son sang se mêlait alors tant désiré. Louis et Émile enterrèrent rapidement le corps de Julien, comme pour effacer toute trace de leur crime. Puis se mirent à festoyer, le cœur rempli de triomphe et de fierté effrénée. Mais la malédiction de la trahison ne tarda pas à frapper. Le poison que Julien avait préparé fit effet. La douleur et la peur s'emparèrent de lui et de Émile. Ils réalisèrent trop tard que leur avidité les avait aveuglés, et que la richesse pour laquelle ils avaient trahi et tué ne leur apporterait rien. Dans une ultime agonie, ils tombèrent à côté des trésors qu'ils avaient tant désirés, victimes de leur propre cupidité. Ainsi, tous trois disparurent, emportés par la trahison et l'avidité. Le trésor, brillant et tampon, resta là, immobile et silencieux, comme un avertissement éternel. La richesse obtenue par la tromperie et la trahison ne profite jamais à celui qui la cherche. Et c'est ainsi que se termine notre conte, un récit de courage, de désir et de leçons que le désert et l'or lui-même nous enseignent. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Sarim. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre chaîne d'histoire. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le pêcheur et le poisson d'or ». Sur la rive d'une mer d'un bleu éclatant vivait un vieux pêcheur nommé Pierre, dans une modeste cabane branlante qu'il avait construite de ses mains avec des débris d'épave. Il partageait cette vie simple avec son épouse Rose. Pierre était un homme bon et paisible, le visage buriné par le soleil, les rides profondes dessinant sur sa peau la carte d'une longue patience. Il ne possédait rien d'autre que sa barque usée, son filet déchiré et un cœur reconnaissant. Chaque matin,
Avant l'aube, il partait en mer et revenait au crépuscule avec le peu que Dieu lui offrait. S'il rapportait beaucoup, il remerciait. S'il rentrait les mains presque vides, il remerciait encore et patientait. Mais Rose, elle n'était pas de cet avis. Rien ne lui suffisait. Elle s'était lassée du sel incrusté dans leurs vêtements, dans l'odeur âcre du poisson qui remplissait leur logis, de la pauvreté qui s'étalait partout autour d'elle. Elle rêvait d'or, de soie et de festin. Chaque soir, lorsque Pierre rentrait avec sa maigre pêche, elle s'écriait: « Jusqu'à quand vivrons-nous ainsi? Regarde les maisons des riches marchands, vastes, chaudes, et leurs femmes couvertes d'or. Et moi, que suis-je? Une misérable, vêtue d'un haillon et condamnée au poisson bouilli ?» Pierre, toujours doux, hochait la tête sans répondre, cherchant à l'apaiser. Mais dans le cœur de Rose, la gratitude s'était fanée, remplacée par une soif de plus en plus vive. Un jour, le ciel se couvrit de nuages gris et la mer se fit hostile. Pierre jeta son filet encore et encore, sans rien rapporter d'autre que des algues visqueuses et quelques oursins. Épuisé, affamé, il décida de lancer une dernière fois son filet avant de rentrer bredouille. Il y mit toute sa force, et lorsqu'il le tira, il sentit un poids inhabituel. Il crut d'abord qu'il s'agissait d'un rocher, mais lorsqu'il ramena le filet jusqu'à la plage, il demeura pétrifié. Au milieu des mailles se débattait un poisson d'or, éclatant comme un joyau vivant. Ses écailles brillaient comme des pièces d'or, ses yeux rouges jetaient des étincelles, et ses nageoires semblaient tissées de soie. Alors que Pierre restait bouche bée, le poisson ouvrit la bouche et parla d'une voix douce. « Pêcheur au cœur pur, je t'en supplie, rends-moi la liberté. Je ne suis pas un poisson ordinaire, mais je suis la princesse des sept mers. En échange de ma liberté, je t'accorde 3 vœux que tu pourras formuler quand et quand tu le voudras. » Pierre n'en crut pas ses oreilles. Un poisson qui parle et promet des merveilles? Mais, fidèle à sa bonté, il pensa ni à la richesse ni au palais. Voyant la détresse dans ses yeux de rubis, il fut ému de compassion. Avec précaution, il la prit dans ses mains tremblantes et murmura: « Va en paix, belle créature, ta liberté vaut plus que tout l'or du monde. Je ne veux rien de toi, car Dieu seul donne le pain. » Et il la relâcha dans la mer. L'eau s'illumina un instant, le poisson battit des nageoires comme pour le saluer, puis disparut dans les profondeurs. Le soir, Pierre rentra sans poisson, mais le cœur léger. Il raconta à Rose toute l'histoire, un sourire aux lèvres. Mais au lieu de partager son émerveillement, Rose entra dans une colère terrible. « Imbécile !» s'écria-t-elle. « 3 vœux, 3, et tu les as laissés s'enfuir. Nous aurions pu vivre comme des rois. » « Tu ne dormiras pas dans cette cabane avant d'avoir réparé ta bêtise. Retourne à la mer. » Pierre tenta de raisonner sa femme, mais ses cris devinrent si insupportables qu'en pleine nuit, las et résigné, il se leva et marcha vers la mer. Sur le rivage, il appela d'une voix tremblante: « Ô poisson d'or, princesse des mers, si tu m'entends, reviens, reviens. » L'eau se mit à luire doucement et le poisson apparut. « Que veux-tu, pêcheur au cœur bon? N'avais-tu pas refusé tout souhait ?» Pierre baissa la tête. « Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Elle veut une maison, de la chaleur, de la nourriture en abondance. » Le poisson sourit tristement.
Souhait modeste, qu'il soit exaucé, rentre chez toi, Pierre. Lorsqu'il revint, il ne retrouva plus la cabane. À sa place se dressait une belle maison de pierre, au toit de tuiles rouges, d'où s'échappait une fumée douce. À l'intérieur, Rose l'attendait, radieuse. Une table garnie de pain blanc, de poulet rôti et de fruits luisants les attendait. Pour la première fois depuis des années, Pierre la vit sourire. Pendant quelques jours, ils vécurent heureux. Mais bientôt, le vieux poisson du désir revint dans le cœur de Rose. Les bijoux des femmes de marchands, leurs robes et leurs carrosses lui revinrent en tête. Une nuit, elle déclara: « Ce logis est petit, Pierre. Je veux un palais, des serviteurs, des jardins, de l'or et des pierreries. Va demander à ton poisson. » Pierre tenta encore de la dissuader. Rose, la cupidité est une mer sans rivage. Sois reconnaissante, s'il te plaît. Mais elle se mit à hurler. Lâche! Si tu refuses, tu ne me reverras plus. Alors, le cœur serré, il retourna à la mer. Ô poisson d'or, princesse des mers, pardonne-moi. Le poisson réapparut triste. Ta femme n'est donc jamais rassasiée, mais soit, qu'il en soit comme elle veut. Quand Pierre rentra, le palais d'un roi s'élevait à la place de la maison. Des fontaines chantaient, des arbres ployaient sous les fruits et des serviteurs s'inclinaient devant lui. Sur un trône d'or, Rose, vêtue d'un manteau de soie et coiffée d'une couronne, lui lança un regard hautain. « Oh, te voilà, Pierre! Regarde comme je suis faite pour la grandeur. » Depuis ce jour, Pierre vécut dans la splendeur, mais le cœur vide. Sa femme, désormais reine, ne lui parlait plus qu'en or. Et comble du malheur, plus elle possédait, plus elle voulait encore. Un matin, du haut de sa terrasse, elle contempla la mer et songea. Pourquoi être reine d'un palais seulement? Pourquoi ne pas régner sur la mer entière? Ce poisson m'a servi. Qu'il me serve encore. Je veux être la déesse des océans, que les flots et les poissons m'obéissent. Elle courut trouver Pierre. Va lui dire, ordonna-t-elle, que je veux être la maîtresse des mers. Pierre la fixa, glacé d'effroi. Tu es devenue folle, Rose? Tu veux défier le ciel lui-même? Ce que tu demandes nous perdra. Mais aveuglée par son orgueil, elle appela les gardes. Qu'on l'enferme jusqu'à ce qu'il m'obéisse. Pierre s'enfuit en courant, le cœur brisé, et gagna le rivage battu par la tempête, et cria. Ô poisson d'or, sauve-moi de la folie de ma femme, sauve-moi de la folie de ma femme. L'eau s'illumina faiblement, le poisson reparut, mais cette fois ses écailles ne brillaient plus, ses yeux étaient pleins de tristesse. Je t'avais prévenu, Pierre, le désir sans fin est un gouffre sans rive. Ton épouse s'y est noyée, son dernier souhait défiait les lois du monde, et voici le châtiment. Pierre sanglotait. Que vais-je devenir? Retourne chez toi, répondit le poisson. Tout redeviendra ce qu'il était. C'est le dernier cadeau du destin. Et le poisson disparut à jamais dans les flots sombres. Pierre revint sur la plage, là où se dressait le palais. Il ne trouva plus qu'une cabane délabrée. À l'intérieur, Rose était assise, vêtue de son vieux vêtement râpé, pleurant à chaudes larmes. Ils se regardèrent sans un mot. Le vent soufflait, les vagues murmuraient la leçon de la mer. Le vrai trésor n'est pas dans l'or, ni dans les palais, mais dans le cœur qui sait se contenter. Et c'est ainsi que Pierre et Rose retrouvèrent leur pauvreté et la sagesse qui l'accompagne. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter,
la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Ça rime. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne d'histoire Ça rime. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule La marque du génie, la vérité cachée des sœurs architectes. Contexte oriental. Dans une cité ancienne bâtie sur les rives d'un grand fleuve, vivait jadis un architecte renommé, célèbre pour la beauté et l'ingéniosité de ses constructions. À sa mort, il laissa derrière lui 2 filles, l'aînée Zéna et la cadette Lina. Zéna portait bien son nom. Elle était belle, éloquente et sûre d'elle, toujours entourée, captivant les foules par son charisme. Son talent pour le dessin architectural était indéniable, mais il se limitait à l'ornement, aux formes élégantes et aux apparences. Lina, en revanche, était d'une nature tout autre. Discrète, silencieuse, elle passait des heures dans la bibliothèque de leur père ou à marcher seule dans les champs, tandis que sa sœur dessinait des façades somptueuses. Lina observait la nature et apprenait d'elle. Elle comprenait le langage du vent, la respiration du sol, le rythme secret de l'eau. Là où Zéna cherchait la beauté du regard, Lina cherchait l'harmonie du vivant. Après la mort de leur père, Zéna prit la tête de l'atelier familial. Les plus grands projets lui étaient confiés. Souvent, lorsqu'elle se heurtait à des problèmes techniques, elle venait trouver Lina, qui, par bonté et loyauté, l'aidait sans jamais revendiquer le mérite. Zéna récoltait la gloire, tandis que Lina trouvait sa joie dans le simple fait de voir ses idées prendre forme. Un jour, le sultan Isaac, souverain sage et respecté, annonça un concours d'architecture sans précédent. Devant son palais s'étendait une vaste esplanade stérile, poussiéreuse en été, boueuse en hiver. Il voulait la transformer en un lieu de beauté et d'utilité pour son peuple. Que celui qui saura rendre vie à cette terre désolée, déclara-t-il, reçoive non seulement la richesse, mais aussi le titre d'architecte du sultan. Le cœur de Zéna s'enflamma, c'était sa chance d'entrer dans l'histoire. Elle travailla sans relâche, dessinant des pavillons ornés, des fontaines majestueuses, des arcs de marbre et des colonnades dorées. Mais ses plans, bien que splendides, n'apportaient aucun remède au véritable maux de la place, la poussière, la chaleur, le manque d'eau. Lina, elle, vit dans ce défi une mission d'âme, non pas pour la gloire, mais pour insuffler la vie dans un lieu oublié. Chaque jour, elle s'assit dans cette esplanade, observant les ombres, les directions du vent, la manière dont la pluie s'accumulait dans les creux du sol. Pendant des semaines, elle étudia la nature comme un livre sacré, et une nuit, sous la clarté de la lune, l'inspiration descendit sur elle. Son dessin n'était pas une simple œuvre d'art, c'était une invention vivante. Au cœur du projet se trouvait un système ingénieux pour collecter les eaux de pluie depuis les toits du palais et des bâtiments voisins. Ces eaux seraient acheminées par des canaux souterrains vers un immense réservoir. De là, des roues hydrauliques actionnées par le vent élevaient vers l'eau pour alimenter des cascades paisibles, des jardins suspendus, des bassins et des fontaines qui rafraîchiraient l'air et nourriraient les arbres. La place, jadis sèche et morne, deviendrait un arbre de fraîcheur et de sérénité, une oasis au cœur de la ville. Zéna, découvrant par hasard les croquis de sa sœur, fut frappée d'admiration, puis d'envie. Cette fois, le génie de Lina surpassait tout ce qu'elle avait jamais conçu. La jalousie s'insinua en elle comme un venin froid. Feignant l'intérêt et la tendresse, elle questionna Lina sur chaque détail. Que signifie ce symbole? Et ce mécanisme ici, à quoi sert-il? Naïvement, Lina lui expliqua tout.
jusqu'à un petit engrenage en forme de spirale qu'elle avait imaginé en observant la coquille d'un escargot marin. Cette courbe naturelle, disait-elle avec passion, permet à l'eau de tourner avec moins de friction. C'est la signature de la nature elle-même, sa perfection discrète. Cette nuit-là, Zena versa à sa sœur un breuvage calmant, sous prétexte de l'aider à se reposer avant la remise des projets. Pendant que Lina dormait profondément, Zena copie fidèlement tous les plans, y compris le mystérieux engrenage spiralé, et déposa le lendemain sa version volée devant le sultan. Le souverain, émerveillé, n'y vit que génie et beauté. Il proclama Zena architecte du sultan et ordonna le début des travaux. Lina, anéantie, garda le silence. Qui l'aurait cru? Elle, la sœur effacée contre la brillante Zena, célébrée partout un peu. Mais le destin, lui, veille. Alors que le chantier avançait, le maître ingénieur du palais, un vieil homme nommé Youssef, examina les plans avec soin. Tout lui semblait parfait, sauf cet étrange engrenage spiralé. « Majesté, dit-il au sultan, ce détail ne ressemble à rien que nous connaissions. Il est élégant, certes, mais à quoi sert-il » Le sultan, intrigué, interrogea Zena. Rougissante, prise de court, elle balbutia. C'est une touche esthétique, monseigneur, un ornement pour rappeler le mouvement circulaire de l'eau. Le sultan fronça les sourcils. Sa sagesse lui souffla qu'il y avait là quelque chose de plus profond. Il convoqua un grand conseil public, invitant ingénieurs, artisans et savants de tout le royaume. Le secret d'une œuvre parfaite, déclara-t-il, se cache dans ses plus petits détails. Trouvons la vérité derrière cette spirale. Le lendemain, le palais était plein à craquer. Zena répétait son mensonge tremblant. Et soudain, du fond de la salle, une voix douce s'éleva. « Pardonnez-moi, ô sultan, pardonnez-moi. Cette marque n'est pas un ornement. » Tous se retournèrent. C'était Lina. Son visage était calme, ses yeux brillants d'une lumière intérieure. Elle s'avança, tenant dans sa main la petite coquille d'escargot. Ce dessin, expliqua-t-elle, m'a été inspiré par cette créature humble. Sa spirale naturelle permet à l'eau de circuler sans résistance. C'est la clé du mouvement perpétuel des roues. Ce détail, que beaucoup jugeraient décoratif, est en réalité le cœur vivant du mécanisme. Puis, elle sortit de son sac les croquis originaux. Couverts de notes, tachés de terre et d'eau, les preuves étaient irréfutables. Un silence solennel envahit la salle. Le sultan, contemplant les dessins et la coquille, comprit. Zena, livide, s'effondra et avoua tout, en larmes. « Tu as trahi ton propre sang, dit le sultan avec tristesse, mais le travail manuel t'apprendra l'humilité. » Il la condamna à travailler sur le chantier, non comme architecte, mais comme ouvrière, creusant les canaux qu'elle avait volés. Puis, se tournant vers Lina, « Toi, fille du vent et de la terre, tu es la véritable architecte du sultan. » Lina s'inclina et demanda, « Seigneur, laissez ma sœur achever sa peine, puis pardonnez-lui. Le labeur la guérira de son orgueil. » Le sultan, touché par tant de bonté, accepta. Sous la direction de Lina, la place du palais se transforma. Des jardins luxuriants, des bassins miroitants, une brise douce portée par les cascades. La ville entière s'émerveilla, et depuis ce jour, la légende des deux sœurs architectes est racontée comme une leçon éternelle. La gloire volée s'efface, mais la vérité, nourrie de patience et d'âme, laisse une empreinte indélébile, une marque que nul ne peut imiter ni effacer. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de le vivre.
Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Ça rime. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne d'histoire. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Le conte de Claire et la chatte aux yeux d'émeraude. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes vivait une jeune orpheline nommée Claire. C'était une fille douce, simple, au cœur pur comme le lait qu'elle vendait. Elle ne possédait qu'une humble chambrière, une vache affectueuse qu'elle appelait Rosie et une âme d'une bonté rare. Ses parents, morts alors qu'elle n'était qu'enfant, lui avaient laissé cette vache devenue toute sa vie. Sa confidente, son réconfort, sa source de survie. Chaque matin, Claire trahillait Rosie, versait le lait dans un grand pot en argile, le posait sur sa tête et marchait jusqu'au marché du village. On la connaissait pour son honnêteté et la pureté de son lait. Mais malgré son travail sans relâche, elle restait pauvre. À peine pouvait-elle acheter un peu de fourrage pour Rosie, un morceau de pain pour elle-même et payer le loyer du pâturage à Monsieur Bernard. Un homme cupide, au cœur aussi dur que la pierre. Pourtant, Claire avait une habitude que rien n'avait pu lui enlever. Chaque jour, elle laissait un peu de lait dans une écuelle pour les chats errants du village. Elle disait souvent « La compassion attire la bénédiction ». Et son cœur se remplissait de joie lorsqu'elle voyait ces petites créatures affamées se rassasier grâce à elle. Mais un jour, Monsieur Bernard vint la voir, le visage fermé. « Claire, à partir de cette semaine, je double le loyer. Si tu ne payes pas vendredi, je prends ta vache et tu quittes ton abri. » Ces mots tombèrent sur son cœur comme la foudre. Comment réunir une telle somme en quelques jours? Le désespoir s'installa. Ce soir-là, elle serra Rosie contre elle et pleura jusqu'à l'aube. Le lendemain, elle se rendit au marché, le visage triste, l'âme lourde. Et soudain, une chatte apparut devant elle. Pas une chatte ordinaire. Son pelage noir luisait comme du velours et ses yeux brillaient comme deux émeraudes. La chatte s'assit, observa le pot de lait, puis leva vers Claire un regard profond et doux, presque humain. Bien que chaque goutte de lait lui soit précieuse, Claire, émue, versa un peu de lait dans une écuelle et la posa devant la chatte. Celle-ci but calmement, puis s'en alla, disparaissant dans les ruelles. Le lendemain et le surlendemain, la chatte revint. Et chaque fois, Claire lui donna un peu de lait, même si elle avait faim. Mais ce vendredi-là, alors qu'elle pensait tout perdre, la chatte revint encore. Elle but son lait, puis, quand Claire détourna les yeux, un tintement retentit. Au fond de l'écuelle brillait une pièce d'or. Ébahie, Claire le prit dans ses mains tremblantes. Jamais elle n'avait vu une telle richesse. Elle paya son loyer, sauva Rosie et remercia le ciel en pleurant de gratitude. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Chaque matin, la chatte revint boire son lait, et chaque matin, elle laissait une pièce d'or. Peu à peu, la vie de Claire changea. Sa maison fut réparée, Rosie mieux nourrie, et son sourire éclaira tout le village. Mais ce qu'il y avait de plus beau, c'est qu'elle n'oublia jamais les autres. Elle aida les pauvres, racheta le lait des voisins nécessiteux et partagea tout ce qu'elle avait. Bientôt, on l'appela Claire la généreuse.
Mais M. Bernard, rongé par la jalousie, décida de découvrir son secret. Une nuit, il la suivait et vit la scène, la chatte noire buvant le lait, puis déposant une pièce d'or avant de s'éclipser. Aveuglé par la cupidité, il s'écria « Cette chatte magique devrait être à moi !» Le lendemain, il tendit un piège et captura la pauvre créature. Chez lui, il lui servit un grand bol de lait et ordonna « Bois et donne-moi ton or !» La chatte le fixa, froide, silencieuse. Furieux, il l'enferma, la priva de nourriture, exigeant son trésor. 3 jours passèrent. Pendant ce temps, Claire cherchait désespérément sa chatte aux yeux d'émeraude sans la trouver. Mais un matin, une vieille chatte borgne vint la chercher et la mena, suivie d'une armée de chats, jusqu'à la maison de M. Bernard. De l'intérieur montaient des cris, des coups, un bruit de destruction. Claire força la porte et découvrit un spectacle effrayant. La maison se désagrégeait, les coffres d'or devenaient poussière, les murs s'effritaient. M. Bernard, fou de rage, hurlait au milieu des décombres. Et face à lui, la chatte noire, droite, fière, ses yeux verts étincelants comme 2 flammes glacées. En voyant Claire, la chatte bondit dans ses bras. Alors tout s'arrêta. Monsieur Bernard tomba à genoux, pleurant, non pas son or, mais son âme corrompue par la convoitise. De retour chez elle, Claire posa la chatte et lui offrit du lait. La chatte but tranquillement, puis leva vers elle un regard tendre et dit d'une voix douce « Ne sois pas triste, ma chère Claire. Je ne suis pas une chatte ordinaire, je suis la gardienne de la bénédiction, envoyée pour éprouver les cœurs de ce village. Dans ton cœur, j'ai trouvé la bonté et la pureté, dans le sien, la cupidité sans fond. L'or que tu recevais n'était que le reflet de ton âme généreuse. Ma mission s'achève, mais je ne partirai pas sans te laisser ma bénédiction. » Sur ces mots, elle se transforma en un rayon de lumière verte qui s'envola vers l'étable. Claire s'y précipita, Rosie se tenait là, paisible, et de son fils s'écoulait un lait d'un éclat doré. Depuis ce jour, Rosie donna un lait d'or pur et intarissable. Claire vécut heureuse et partagea sa richesse avec tous. Quant à M. Bernard, il finit seul et pauvre. Rappel vivant que l'avidité aveugle finit toujours par détruire celui qui la nourrit. Rappel vivant que l'avidité aveugle finit toujours par détruire celui qui la nourrit. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Claire et de la chatte aux yeux d'émeraude. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment. Car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Ça rime. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne d'histoire Ça rime. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le garçon et la tricherie du vieil aveugle ». Il était une fois, dans une petite ville animée, un jeune garçon nommé Antoine, qui vivait avec son père et sa mère. Curieux et vif d'esprit, Antoine s'intéressait à tout et souhaitait comprendre la valeur de l'argent. Un matin, Antoine s'approcha de son père et dit « Papa, papa, je voudrais avoir des pièces pour apprendre à les compter et à les échanger. » Son père lui sourit et répondit « Je n'ai pas de petite monnaie, mais prends ces 100 pièces et rends-toi au marché.
change-les et reviens me voir. Antoine, tout excité, prit les pièces et partit. Le marché était animé, des éclats colorés, des fruits parfumés et des tissus chatoyants. Il questionna plusieurs commerçants, mais aucun ne put l'aider. Puis, il aperçut un vieil homme aveugle, assis dans un coin, manipulant doucement des pièces. Antoine s'approcha et demanda « Monsieur, pouvez-vous échanger mes 100 pièces ?» Le vieil aveugle prit les pièces, les toucha longuement, puis les glissa dans une petite cachette sous sa tunique. Lorsqu'Antoine insista pour récupérer l'argent échangé, le vieil homme éclata. « Tu es fou? Tu es fou, toi? Je n'ai rien pris, moi. » Antoine rentra chez lui, le cœur lourd, et raconta tout à son père. Voyant la situation, son père dit avec sagesse « Mon fils, nous allons lui enseigner une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Le lendemain, Antoine accompagna son père au marché. Ensemble, ils préparèrent une petite boîte contenant des insectes. L'idée n'était pas de faire du mal, mais de détourner l'attention du vieil homme et de le surprendre, afin de récupérer l'argent caché. Antoine remit la boîte au vieil aveugle, sous prétexte de la garder pendant qu'il se rendait au lieu de culte. Le vieil homme, pensant qu'il s'agissait d'un trésor, ouvrit la boîte. Les insectes s'échappèrent et le surprirent, le faisant paniquer. Dans sa précipitation, il révéla la cachette réelle de l'argent que le père et le fils récupèrent rapidement. Grâce à sa ruse habile et son violence, Antoine et son père retrouvèrent leurs pièces. Antoine comprit ce jour-là que la tromperie finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique. La tromperie finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique. Et que le courage, la patience et l'intelligence peuvent triompher de la malhonnêteté. Son père lui sourit et dit « Souviens-toi, mon fils, que le malheur suit toujours la malhonnêteté. Celui qui agit avec injustice ne récolte jamais que perte et regret. » Depuis ce jour, Antoine sut que la sagesse et la prudence sont plus précieuses que l'or et qu'une bonne leçon vaut parfois mieux qu'une richesse instantanée. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Sarine. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre chaîne d'histoire. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le bûcheron et le dresseur de chevaux ». Il était une fois, dans un temps très ancien, un petit royaume appelé la branche du grenadier. C'était un royaume modeste, mais d'une beauté rare, un printemps éternel, des fleurs à perdre de vue et des montagnes si hautes qu'on aurait dit des gardiennes de pierre. Aux abords de ce royaume vivait un homme nommé Étienne, un pauvre bûcheron. Il habitait une cabane de bois au bord de la grande forêt. Chaque matin, il partait, sa hache sur l'épaule, affronter la forêt comme on affronte la vie. Il coupait le bois, il vendait au marché et partageait sans jamais rien garder pour lui. On lui disait « Étienne, garde un peu pour demain ». Il souriait simplement et répondait « Et qui donnera aux pauvres si je garde tout pour moi ?» Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Étienne entendit un bruit étrange, un hennissement aigu, presque douloureux. Il suivit le son et découvrit, au bord d'un ruisseau, un grand cheval noir.
Sa patte saignait et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Mais le plus surprenant, c'était la façon dont il buvait. Il trempait ses lèvres dans l'eau, puis les retirait aussitôt, comme s'il n'avait jamais appris à boire. Intrigué, Étienne s'approcha doucement, une corde à la main. Et soudain, une voix grave résonna. « Arrête, ne me fais pas de mal !» Étienne sursauta. Autour de lui, personne. C'était le cheval. C'était le cheval qui venait de parler. Tremblant, il murmura « Par Dieu, un cheval qui parle !» Et la voix répondit « Oui, c'est moi, je m'appelle Adrien. J'étais le dresseur royal du palais du roi avant qu'un sort maléfique ne me transforme en cheval. » Assis près du ruisseau, Étienne écouta Adrien lui raconter son histoire. Autrefois, il vivait heureux auprès de sa femme et de sa fille, au service du roi Léon. Mais un jour, un étrange vêtu de pourpre arriva au palais. C'était un sorcier qu'on appelait le gardien. Il amusait le roi avec des tours incroyables, serpents dans les bouteilles, colombes dans les mains, puis, soudain, il disparut. Quelques jours plus tard, le roi changea. L'homme, juste et bon, devint froid, cruel, sans sourire, ni aucune pitié. Une nuit, en visitant l'écurie, Adrien entendit des gémissements venant d'un vieux hangar abandonné. Il s'y rendit et découvrit le vrai roi Léon, enchaîné, blessé, suppliant qu'on lui donne de l'eau. Le roi qui régnait n'était qu'un imposteur. Le sorcier avait pris son apparence, laissant le vrai prisonnier ici. Quand Adrien tenta de le délivrer, le sorcier apparut et, d'un sort, le transforma en cheval. Blessé, traqué, Adrien s'échappa de justesse jusqu'à tomber entre les mains du bon Étienne. Étienne posa sa main sur la crinière d'Adrien et dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à retrouver ton apparence et à sauver ton roi. » Le cheval leva la tête et souffla. « Mais comment vaincre un sorcier si puissant? Dis-moi, mais comment vaincre un sorcier si puissant? » « Ensemble, répondit Étienne, ensemble, on trouvera un moyen. » Ils rentrèrent à la cabane du bûcheron. Et du feu, ils mirent au point un plan. Étienne se ferait passer pour le fils d'Adrien, venu chercher son père disparu, et deviendrait à son tour dresseur au palais. Le lendemain, Étienne se présenta aux portes du palais, son cheval noir à ses côtés. Les gardes le regardèrent avec méfiance, mais sa sincérité toucha le maître des écuries, qui accepta de l'engager. Ainsi, Étienne entra dans le palais, et Adrien retourna à l'écurie, cachant son secret derrière ses yeux sombres. Les jours passèrent et passèrent. Étienne observait, écoutait, guettait chaque rumeur. Un jour, il entendit deux servantes murmurer. La reine et la princesse sont parties chasser, mais on ne les a jamais revues. L'autre répondit. Et pourtant, le capitaine de la gare jure qu'aucune sortie n'a eu lieu depuis 2 semaines. Le cœur d'Étienne se serra. Le sorcier les avait sûrement capturés. Cette nuit-là, Étienne prit une décision. Avec l'aide d'Adrien, il escalada la façade du palais et entra par une fenêtre bleue. Il se cacha sous le lit royal. Peu après, le roi entra. Devant un grand miroir, il retira une chaîne noire autour de son cou. Et soudain, son visage changea. Sous les traits du roi apparut celui du sorcier, au regard brûlant et à peau grise et ridée. Puis, un grand faucon entra par la fenêtre. Mais ce n'était pas un oiseau ordinaire. Il parlait d'une voix humaine. « Seigneur gardien, dit-il, les armées du roi Gauthier sont prêtes à attaquer dans les 3 jours.
Parfait, répondit le sorcier. Quand je quitterai le palais pour ma partie de chasse, le royaume sera sans défense. Étienne comprit tout. Le faucon était le messager du mal, et la chaîne noire, la source du pouvoir du sorcier. À l'aube, Étienne raconta tout à Adrien. Il savait ce qu'il devait faire, capturer le faucon et briser la chaîne avant que l'armée ennemie n'arrive. Le soir venu, Étienne grimpa dans un arbre face à la fenêtre royale. Son arc en main, le faucon arriva, majestueux. D'un geste précis, Étienne tira. La flèche traversa son aile. Le faucon tomba, hurlant entre cris d'oiseaux et voix d'hommes. Étienne bondit, le saisit avant qu'il ne s'enfuit. Le faucon gisait au sol, blessé, le regard haineux. Étienne le saisit toujours et d'une voix ferme lui dit: Parle, où est le véritable roi Léandre? L'oiseau cracha un rire, sifflant. Tu es bien audacieux, bûcheron. Le roi t'est enfermé dans la tour du Nord, mais tu n'atteindras jamais le sommet. Le gardien t'attend déjà. Avant qu'Étienne ne puisse dire un mot de plus, le faucon se tordit, poussa un cri et se changea en poussière noire. Le sortilège du sorcier venait d'effacer sa trace. Adrien, témoin de la scène, frappa le sol de son sabot. Nous n'avons plus de temps à perdre. S'il sait que le faucon est mort, il attaquera ce soir même. Sous un ciel rouge comme le feu, Étienne et Adrien s'élancèrent vers la tour du Nord. Les gardes, charmés par la magie du sorcier, tentèrent de les arrêter. Mais Adrien, d'un bond puissant, les dispersa. Étienne grimpa l'escalier de pierre, haletant, tandis que la voix du sorcier résonnait dans tout le palais. Insolent! Tu veux libérer un roi que même le ciel a oublié? Le vent se mit à hurler. Les torches s'éteignirent une à une. Devant la porte de la dernière salle, Étienne leva la main. Il pria doucement. Seigneur, Seigneur, guide ma main et protège l'innocent. Et il entra. Au centre de la pièce, le sorcier l'attendait, drapé dans sa cape pourpre, la chaîne noire pendue à son cou comme un serpent vivant. À ses pieds, le roi Léandre, pâle, épuisé, enchaîné. Voilà donc le héros que Dieu m'envoie. Ricana le gardien. Un bûcheron sans âme, un cheval ensorcelé et un royaume qui s'écroule. Étienne brandit sa hache. Je ne suis peut-être qu'un bûcheron, mais ma hache a toujours coupé le bois pour nourrir les hommes, pas pour les soumettre. Le sorcier leva les bras. Des éclairs jaillirent du sol, frappant les murs, tandis qu'un cri déchira l'air. Adrien venait de forcer la porte et surgit dans la salle, ses yeux flamboyants. Adrien, la chaîne, cria Étienne. Le cheval bondit, renversant le sorcier. Mais ce dernier attrapa sa crinière et hurla une formule obscure. La peau du cheval se couvrit d'étincelles, il chancela, vacilla. Alors Étienne, dans un ultime élan, lança sa hache. La lame fondit, l'air toucha la chaîne noire. Et dans un éclat de lumière, le sort se brisa. Le sorcier poussa un cri inhumain avant de disparaître dans une fumée sombre. Adrien s'effondra, puis lentement retrouva sa forme humaine. Étienne s'approcha, ému. Adrien, Adrien, tu es libre! Le roi Léandre, délivré de ses chaînes, leva les yeux vers eux. Vous m'avez rendu la vie et mon royaume. Il posa la main sur l'épaule du bûcheron. Étienne. Ah, Étienne, tu es un homme simple, mais ton courage vaut toutes les armées. Oui,
se tournant vers Adrien. Et toi, fidèle ami, ton cœur pur a vaincu la plus sombre des magies. Les jours suivants, le royaume se releva. Les cloches sonnèrent, les rivières retrouvèrent leur éclat. Le peuple, apprenant la vérité, acclama le retour du vrai roi. Étienne refusa les richesses et les titres. Il demanda seulement à rentrer dans sa forêt, là où la vie avait toujours été simple et juste. Le roi sourit. Alors, tu seras le gardien de la forêt du grenadier. Que ton nom y soit à jamais gravé. Adrien, lui, resta au palais, reprenant son rôle de maître de chevaux. Mais chaque printemps, il allait rendre visite à son ami. Et autour du feu, les deux hommes riaient, se rappelant la nuit où un cheval et un bûcheron avaient sauvé un royaume. Ainsi s'achève l'histoire d'Étienne et d'Adrien, le bûcheron et le dresseur de chevaux. Deux âmes unies par le courage et la foi. Et dit-on encore aujourd'hui, quand le vent souffle dans la forêt du grenadier, on peut entendre le galop d'un cheval noir et la voix d'un homme qui murmure « Ensemble, toujours ». Merci d'avoir écouté cette histoire et je vous souhaite toutes et à tous une bonne et douce nuit. À la prochaine.